L'Algérie, une terre à feu et à sang, des populations meurtries par 6 années de guerre. En 1959, le plan Jumelle, vaste opération de quadrillage menée par le général Challe, permet aux troupes françaises de contrôler le territoire algérien. Mais la résistance est toujours présente. Elle s'organise essentiellement depuis la Tunisie. L'armée du FLN entraîne ses félagas au combat. Pourtant, elle a de plus en plus de mal à franchir la ligne Maurice entre les deux pays. C'est alors que De Gaulle parle d'autodétermination. Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Après avoir depuis plusieurs mois marqué à maintes reprises leur opposition aux décisions du général de Gaulle, les milieux activistes d'Alger ont déclenché des incidents d'une gravité exceptionnelle. Après le lourd malaise qui pesait depuis un certain temps sur Alger, les manifestants répondant aux ordres du Front National français se rassemblaient dans les rues malgré un appel au calme de M. Paul Delouvrier. Toutes les dispositions avaient été prises par les émeutiers pour que ces manifestations, dont les musulmans devaient être absents, prennent un caractère insurrectionnel. Ameutés par les étudiants, la foule commençait à se rassembler. En quelques heures, derrière les drapeaux frappés de la croix celtique, les barricades se dressaient en 2 points d'Alger. Mais bientôt, c'est la ville tout entière qui se soulève. Les partisans de l'Algérie française se regroupent autour de Joseph Ortiz, chef du Front National, et les UT, ses gardes civils armés. Le député Pierre Lagaillarde est l'autre chef de la rébellion. Il s'installe à l'université avec son groupe composé essentiellement d'étudiants. La police hésite et la ville s'installe dans l'insurrection. Entre le 24 janvier et le 1er février, c'est la semaine des barricades. Le général Massu, trop bavard avec la presse, a été relevé de ses fonctions. Malaise des militaires qui ne dure qu'un temps, car un ordre de Paris vient de tomber. Maintien de l'ordre, tiré si nécessaire. Il y aura 20 morts, dont 14 gendarmes mobiles et plus d'une centaine de blessés. Ortiz appelle l'armée à se joindre à l'insurrection. En vain. À Paris, De Gaulle s'adresse à la nation. Nous combattons en Algérie une rébellion qui dure depuis plus de 5 ans. La France poursuit courageusement l'effort nécessaire pour la vaincre, mais elle veut aboutir à une paix qui soit la paix de telle sorte que le drame ne puisse pas recommencer et de manière à ce que l'Algérie, en fin de compte, ne soit pas perdue, ce qui serait un désastre pour nous et pour l'Occident. La deuxième partie du discours s'adresse aux militaires. Vous avez à liquider la force rebelle qui voudrait chasser la France de l'Algérie tout en menant l'action des armes. Vous avez à contribuer au développement matériel et moral des populations musulmanes, à les attirer à la France par le cœur et par la raison. Et quand le moment sera venu de procéder à la consultation, vous aurez à garantir qu'elle soit libre et qu'elle soit sincère. L'autodétermination est la seule politique qui soit digne de la France. Elle est la seule issue possible. Alger a compris sa folie. Les rebelles se rendent, Lagaillarde est arrêté, Ortiz en fuite. Ce nouveau 13 mai échoue et pour la première fois, le pouvoir n'a pas cédé devant les ultras. Au lendemain des événements d'Alger, par 449 voix contre 79, l'Assemblée nationale a accordé les pouvoirs spéciaux au gouvernement. Elle a ainsi exprimé sa volonté d'appuyer la politique du président de Gaulle. Un conseil des ministres devait se tenir à l'Élysée après que le président de la République eut procédé au remaniement du gouvernement. Messieurs Soustelle et Cornu-Gentil cessaient leurs fonctions. Messieurs Mesmer, Foyer et Terre-Noire devenaient ministres. Un mois plus tard, le général entame une nouvelle tournée des popotes. Rencontre avec Challe et les militaires pour rétablir le moral des troupes. Mais le chef de l'État parle désormais d'Algérie algérienne liée à la France.
il rencontre les populations musulmanes et lance un appel aux dirigeants du FLN. Réaction du FLN depuis Tunis. Les dirigeants algériens acceptent de rencontrer leurs homologues français. Ferhat Abbas le dit, le message est radiodiffusé en Algérie. Au mois de juin, les deux émissaires algériens, Ahmed Boumendjel et Mohamed Ben Yahya, quittent Tunis. La rencontre est un premier signe de détente. Les deux hommes viennent préparer les modalités d'une grande négociation. Mais à Melun, après 4 jours de conversation courtoise, les pourparlers échouent. La France ne propose que des négociations militaires. Les délégués du FLN repartent les mains vides. De Gaulle est déçu, d'autant plus qu'après cet échec diplomatique, l'Algérie s'est à nouveau enflammée. Allons. Tant qu'on donne la parole au couteau, on ne peut pas parler politique. Il est vrai que, peut-être, du côté de l'organisation extérieure de la rébellion, le fait que l'on prolonge ces actes meurtriers, d'une manière à mon sens bien inutile, tient-il à quelque illusion qu'on se ferait sur le compte de la France? Si c'est le cas, eh bien, ces attardés se trompent du tout au tout. La France, le peuple français sait très bien ce qu'il veut, et la France a choisi, suit et suivra sa politique. La France poursuivra sa route. Et cette route, c'est celle du droit des gens à disposer d'eux-mêmes. En métropole, les porteurs de valises de Francis Janson, favorables au FLN, et les intellectuels du manifeste des 121 s'opposent aux partisans de l'Algérie française. Puis c'est au tour des étudiants de l'UNEF de descendre dans la rue. L'opinion est divisée. Au palais de justice de Paris a commencé le procès des barricades. Un nombre considérable de témoins est venu faire le récit de ce que furent les journées tragiques d'Alger. Le colonel Garde, accusé, maître Lagaillarde, père de l'ancien député, et la femme de celui-ci étaient à divers titres présents au débat dès les premières heures du procès. 15 accusés sur 20 se sont retrouvés à ce procès que la défense appelle celui de l'Algérie française. Alain Tserini, directeur de l'Écho d'Alger, et Ortiz en fuite sont inculpés d'atteinte à la sûreté de l'État. En Algérie, les étudiants recommencent à donner de la voix, mais cette fois, il n'y a pas seulement ceux qui ont pris part à l'épisode des barricades. Pour la première fois, les autres, libéraux et musulmans, s'opposent au fascisme des partisans de l'Algérie française. Dans la rue, cela se termine par des bagarres générales. Il est temps pour De Gaulle de parler du référendum sur l'autodétermination. Ayant repris la tête de la France, j'ai, on le sait, décidé en son nom de suivre un chemin nouveau. Ce chemin conduit non plus au gouvernement de l'Algérie par la métropole française, mais à l'Algérie algérienne. L'Algérie de demain, telle qu'elle sera décidée par l'autodétermination, peut être faite ou bien avec la France, ou bien contre la France. Et celle-ci, je le déclare une fois de plus, ne fera opposition, aucune opposition à la solution, quelle qu'elle soit, qui sortira des urnes. Si le cours ordinaire des pouvoirs ne suffit pas, il m'appartient de recourir directement au pays par la voie du référendum. L'Algérie avec ou sans la France. Bien entendu, la communauté européenne d'Alger perçoit mal le discours. Les cérémonies du 11 novembre sont marquées par une nouvelle vague de violence. Terminez, rentrez chez vous. Première sommation. 5000 manifestants, surtout des étudiants fidèles à Lagaillarde, affrontent les forces de l'ordre. Il y a une centaine de blessés, essentiellement parmi les gendarmes mobiles et les CRS. L'armée reste en dehors.
En décembre, De Gaulle se rend en Algérie. Il évite les grandes villes jugées trop dangereuses. Des mesures de sécurité exceptionnelles entourent le voyage du général. Mais le militaire va braver toutes ces recommandations. À la stupeur générale, il franchit les barrages de sécurité, passe devant les partisans de l'Algérie française et vient serrer la main des musulmans. Le FLN recommande l'enthousiasme pour De Gaulle, alors que les Pieds Noirs appellent à la grève générale. Cette situation est le négatif parfait du cliché pris le 13 mai 58. Elle ne plaît pas aux activistes qui engagent le combat avec les forces de l'ordre. Il faut les chars pour mater la rébellion. L'affrontement franco-français fait plusieurs victimes. Mais le 11 au matin, des centaines, puis des milliers d'Algériens, brandissant pour la première fois le drapeau FLN, déferlent sur les grandes villes. Les CRS essaient de contenir cette marée humaine qui gonfle de minute en minute. Dans la Casbah, à Bonn, à Oran, le bilan est tragique. 120 morts, dont 112 musulmans. Le drame n'a pu être évité, mais on prétend qu'un nouveau putsch a échoué de justesse. Pour l'Algérie, nous voulons que 1961 soit l'année de la paix rétablie, afin que les populations puissent décider librement de leur destin et pour que naisse l'Algérie algérienne. Bien entendu, quoi qu'il arrive, la France protégera ses enfants dans leur personne et dans leurs biens, quelle que soit leur origine, tout comme elle sauvegardera les intérêts qui sont les siens. L'Algérie est donc à l'heure du référendum. Le libre choix de l'autodétermination, qui, s'il est bien accueilli par les musulmans et la métropole, est toujours difficile à admettre par la communauté européenne en Algérie. Sur place, des mesures de sécurité exceptionnelles entourent ce référendum. Le choix est simple. Oui à la négociation ou non à une Algérie algérienne. Le résultat est un plébiscite pour l'autodétermination. 3 Français sur 4 approuvent la politique du général de Gaulle, mais les abstentionnistes ont progressé et les Pieds Noirs ont voté massivement contre. De Gaulle reçoit alors à Rambouillet Habib Bourguiba, chef d'État de la Tunisie, où est installé le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, et les leaders du FLN. La rencontre avec ce médiateur entretient l'espoir d'une solution rapide. La ville d'Évian est sous haute surveillance. Après de nouvelles conversations, le gouvernement français et le FLN ont décidé de se rencontrer dans la ville savoyarde. Mais apprenant que le MNA sera présent, le FLN décide de se rétracter à la dernière minute. Et puis le 31 mars, le maire d'Évian, Camille Blanc, meurt dans un attentat. Un assassinat qui fait suite à une longue série d'attentats perpétrés à la Bourse de Paris, au domicile de personnalités politiques ou au consulat américain d'Alger. Tous sont commis avec des charges de plastique et sont signés par une nouvelle et mystérieuse organisation, l'OAS. À Paris, on manifeste violemment contre ce groupe de terroristes activistes de l'Algérie française. Mais l'OAS frappe où elle veut et quand elle veut. Alger, samedi 22 avril. 4 généraux s'emparent du pouvoir. Tôt ce matin, la radio a annoncé l'état de siège. L'armée se déploie dans la ville. Jean Morin, délégué général du gouvernement, et Robert Buron, ministre des Travaux publics, sont faits prisonniers. À la tribune, les généraux vont tour à tour expliquer à la foule les raisons de ce putsch. L'Algérie doit rester française. Jouot, Zeller, Chal et Salan sont acclamés par les activistes qui rêvaient de voir l'armée défendre leur cause. À Paris, 3 charges de plastique explosent à la gare de Lyon, d'Austerlitz et à l'aéroport d'Orly.
De Gaulle réagit le soir même à la télévision. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite, il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques au nom de la France. J'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. Stupeur générale en métropole. Un conseil des ministres est convoqué d'urgence. Et puis en fin de soirée, la télévision cesse ses programmes. Michel Debré doit s'adresser à la France. Des renseignements nombreux, précis et concordants permettent au gouvernement de penser que les auteurs du coup d'État d'Alger envisagent à très brève échéance une action de surprise et de force sur la métropole, et en particulier sur la région parisienne. L'heure est grave. Immédiatement, les chars investissent les rues de Paris et se positionnent devant l'Assemblée nationale. Des centaines de volontaires civils viennent chercher des uniformes militaires, heureusement sans les armes, pour défendre la patrie en danger. De Gaulle aussi a revêtu la tenue militaire et lance un vibrant appel aux Français. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Françaises, Français, aidez-moi. L'appel est entendu. Dans un immense élan de solidarité, Paris est descendu dans la rue. On observe une grève générale pour faire face au coup d'État des généraux. L'armée en métropole, la marine et le contingent en Algérie obéissent à De Gaulle. La nation se retrouve dans ces heures difficiles. Après 4 jours de défi à Paris, le putsch des généraux s'effondre, Chasles puis Zeller se rendent. Salan prend la fuite, Robert Buron est libéré. Il peut témoigner que sur place, seuls quelques militaires approuvés par les activistes croyaient en ce coup d'éclat. À Alger, Louis Jox et Jean Morin représentent à nouveau l'autorité. Ce qui vient de se passer a contribué à démontrer que la seule voie pratique et digne de la France est celle qui a été choisie par le gouvernement, adoptée par le Parlement, approuvée par la nation, aux populations algériennes de prendre en main leur destin, l'avenir de l'Algérie, et les moyens de l'ouvrir par le suffrage. C'est ce dont nous entendons discuter à fond avec les tendances algériennes, notamment ceux qui nous combattent. C'est essentiellement cela que nous comptons aborder dans les prochaines rencontres d'Évian. Mais après l'échec des généraux, l'OAS a juré vengeance. C'est une nouvelle guerre psychologique qui commence. De nouveaux attentats commandés par les chefs de l'organisation armée secrète pour faire entrave à toute négociation. Après l'échec de Melun, et 6 semaines après que fut remise la conférence d'Évian, la délégation FLN est arrivée à Genève. À sa descente d'avion, M. Belkacem Krim a pu dire « L'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. » Les représentants du GPRA gagnaient aussitôt la villa du Bois d'Avaux, gardée et protégée par des soldats suisses. Après 7 ans de combat et après des mois de contacts secrets, l'accord ayant été confirmé du côté de la France et du FLN sur le principe de l'autodétermination, les négociations sur le cessez-le-feu et l'avenir politique de l'Algérie allaient enfin pouvoir commencer. 2 initiatives allaient marquer le début de cette conférence.
D'abord, le transfert de Ben Bella, vice-président du GPRA, emmené par hélicoptère de l'île d'Aix sur les bords de la Loire. Ensuite et surtout, tandis que le FLN rejoignait Évian, la décision prise par la France de suspendre les opérations offensives en Algérie. La mesure annoncée par M. Louis Jox était approuvée par le monde entier, mais suscitait la réaction du FLN, opposée à une décision unilatérale. Cette position fait apparaître combien les dissentiments restent importants au seuil de cette conférence pour le cessez-le-feu en Algérie. La conférence dure plusieurs semaines. Le chemin vers la paix est difficile. Ben Bella est tenu régulièrement au courant par ses avocats. Pendant ce temps, les journalistes présents à Évian sont invités à se rendre compte sur place que le cessez-le-feu en Algérie est appliqué par l'armée française. La libération annoncée de 6000 prisonniers FLN a bien lieu dans les divers camps. Mais Louis Jox ajourne les discussions le 13 juin. Les délégations françaises et algériennes se heurtent à deux problèmes graves. Celui du Sahara, revendiqué par la France et ne devant pas faire partie du référendum d'autodétermination, et celui du sort de la minorité européenne. Grève générale dans tout le pays. Le FLN fait le forcing pour accélérer les négociations et multiplie les attentats. Le 5 juillet, date anniversaire de la prise d'Alger en 1830, des manifestants musulmans descendent dans les rues. Scène de pillage et de violence que les forces de l'ordre vont tout aussi durement réprimer. Le bilan s'élève à près de 100 morts et des centaines d'arrestations. Alors que sur le plan diplomatique, la situation semble évoluer, jamais la confrontation sur le terrain n'a été aussi brutale. C'est dans cette atmosphère tendue que les deux parties se rencontrent au château de Lugrin. Devant la méfiance extrême des Algériens, redoutant une indépendance bradée, les entretiens vont une nouvelle fois échouer. Sur la route qui le mène à Colombelles et Deux Églises, le général de Gaulle échappe à un attentat à la grenade. Quelques heures plus tard, Roger Frey, ministre de l'Intérieur, annonce l'arrestation de 3 responsables de l'OAS qui avaient commandité cet attentat. De Gaulle est la nouvelle cible de l'armée secrète. Le général Raoul Salan, clandestin depuis l'épisode du putsch des généraux, vient d'accepter le commandement de l'OAS. Dans les villes algériennes, il organise le désordre général en s'appuyant sur les Français d'Algérie déçus, complices et ralliés à sa cause. En septembre, une série de manifestations oppose les membres de l'organisation clandestine aux forces de l'ordre. Sur place, on se plaît à dénoncer, je cite, la Gestapo gaulliste. L'armée française, les forces françaises de l'ordre devaient et doivent s'assurer de la maîtrise du terrain. Cela a été fait. Et enfin, à moins d'un effondrement, il faut que, en dépit des excitations à la désobéissance et à la désertion prodiguées par des dévoyés, notre armée soit restée et reste maintenue dans le devoir. Maintenant, on peut construire. Nous sommes prêts à établir un accord avec les dirigeants de la rébellion pour ramener décidément la paix en Algérie, pour régler les conditions de l'autodétermination. Alors qu'à Paris, une manifestation pacifique musulmane se termine dans un bain de sang, l'Algérie crie vengeance. Le dénouement pourtant semble proche, mais sur place, jamais les deux communautés ne se sont heurtées avec autant de violence. Le pays est à bout de souffle. Qui peut contester de bonne foi
que l'œuvre indispensable et généreuse, consistant à changer en rapports de coopération les rapports de domination qui nous liaient à nos colonies, doit être achevée là où elle ne l'est pas, c'est-à-dire en Algérie. Le mois de janvier en Algérie est dramatique. La vague de violence déclenchée par l'organisation armée secrète frappe chaque ville algérienne aveuglément. On dénombre une vingtaine de morts chaque jour. La terreur s'installe. Les enfants ne vont plus à l'école. Européens et musulmans se terrent chez eux, la haine au ventre. La folie meurtrière gagne progressivement la métropole. À Issy-les-Moulineaux, l'explosion d'une voiture piégée fait 3 morts et 47 blessés. Les attentats continuent. Une trentaine de plastiquages maintiennent Paris en état d'alerte. Le 18 janvier, 18 bombes explosent aux 4 coins de la capitale. L'OAS persiste et signe, elle frappe quand elle veut et où elle veut. L'armée secrète souhaite rallier des partisans de l'Algérie française. Des lycéens, des étudiants déposent aussi des charges de plastique. Paris est sous haute surveillance. L'opinion est bouleversée. Le 8 février, plusieurs organisations politiques et syndicales de gauche décident, malgré l'interdiction du préfet de police, de manifester contre la violence de l'OAS. Dans la soirée, un nouveau drame. Les forces de l'ordre chargent les manifestants. Au métro Charonne, 8 personnes trouvent une mort affreuse étouffée contre les portes fermées de la station de métro. Émotion en France, les obsèques sont celles d'un deuil national. À la Bourse du Travail, le cercueil de Daniel Ferry, qui était âgé de 16 ans, a été exposé avec celui des 7 autres victimes. En cette matinée brumeuse, une foule si dense qu'on peut à peine l'évaluer a assisté aux obsèques. Il n'y eut pas un murmure, pas un cri. Seuls les échos de la marche funèbre ont résonné de la République au cimetière du Père-Lachaise. Dans ce climat tragique, les négociations franco-algériennes vont s'accélérer. Robert Buron, ministre des Travaux publics, Louis Jox, chargé des affaires algériennes, et Jean Debreuil sont les représentants du gouvernement français. La délégation algérienne est conduite par Krim Belkacem. Le 18 mars 1962, après 8 ans de guerre, les accords d'Évian sont enfin signés entre Français et Algériens. Après 12 jours de délibération, les ministres français et algériens se sont séparés, ayant conclu le cessez-le-feu et mis fin aux opérations militaires sur le territoire algérien. Quelques heures après, c'était la libération de Ben Bella, détenu depuis 6 ans, et à Tunis, le départ de Ben Khedda pour le Maroc. Ben Khedda sera écarté du gouvernement algérien quelques semaines après Évian. À Paris, la signature historique est accueillie avec soulagement. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie, les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin, la perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Mais surtout, ce qui va être entrepris pour tirer d'une lutte déplorable les chances d'un avenir fécond est dû au peuple français. Les Français et les Algériens s'efforcent alors de respecter loyalement les clauses des accords d'Évian. À Rocher-Noir, Christian Fouché succède à Jean Morin. Il est nommé haut-commissaire de France en Algérie. Son rôle est de préparer avec les responsables algériens l'exécutif provisoire. Mais dès son arrivée, le nouveau délégué de la France adjure la population européenne de se désolidariser de l'OAS. Depuis le cessez-le-feu, l'armée secrète a juré vengeance. Commence alors l'épisode Bab el-Oued. L'OAS décide d'en faire une zone insurrectionnelle et s'installe dans la ville avec l'appui de la population européenne. L'armée
aidé par les musulmans, prend position autour du quartier. C'est un véritable siège. Les civils isolés sont ravitaillés depuis l'extérieur. En réponse au harcèlement de l'OAS, les avions de chasse bombardent des positions en pleine ville. Rue après rue, les militaires investissent Bab el-Oued. On leur tire dessus depuis les toits et les balcons. Il y a déjà beaucoup de morts dans ces appartements. Les commandos OAS réussissent à s'enfuir. Le quartier est cerné, 3000 civils sont arrêtés, payant ainsi leur soutien à l'OAS. Mais le pire reste à venir. Le 26 mars, les activistes et leurs sympathisants descendent dans la rue. Ils manifestent pacifiquement avec leur drapeau. Mais soudain, dans la rue d'Isly, des coups de feu sont tirés sur les CRS. Riposte immédiate du service d'ordre qui mitraille à vue les Européens désarmés. Au nom de la France, halte au feu, crie un lieutenant. Trop tard, il y a 46 morts. En France, le référendum pour entériner les accords d'Évian est approuvé à 90% des suffrages exprimés. Large succès pour la politique algérienne du général de Gaulle. La mission de Michel Debré est terminée. Après avoir exercé ses fonctions pendant 3 ans, 3 mois et 7 jours, M. Michel Debré a démissionné de son poste au lendemain du cessez-le-feu en Algérie, comme il en était convenu avec le général de Gaulle. En 24 heures, le nouveau gouvernement était formé. Après la passation des pouvoirs, M. Georges Pompidou, qui a fait appel à plusieurs parlementaires pour remanier son équipe, s'est rendu à l'Élysée où il a assisté au Conseil des ministres, présidé par le général de Gaulle. Le nouveau gouvernement recueille une confortable majorité à l'Assemblée. Une Assemblée qui fait confiance à ce normalien agrégé de lettres, cet ancien directeur de la banque Rothschild, ancien directeur de cabinet du général de Gaulle, pour sortir la France du drame algérien. Après Charles et Zeller, arrêtés et condamnés l'an dernier, le troisième général du putsch d'Alger en 1961, Edmond Jouot, est entre les mains de la justice française depuis le 25 mars. Le procès de l'exécuteur de l'OAS s'ouvre dans la fièvre à Paris devant le haut tribunal militaire. De nombreux témoins, acteurs principaux des insurrections algériennes, viennent témoigner à la barre. Après 2 semaines de procès, l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air est condamné à mort. Il sera gracié en novembre. Et puis le 20 avril, l'OAS est décapité. Raoul Salan, le chef de l'armée secrète, est arrêté à Alger. Antigaulliste notoire, il était revenu d'Espagne pour s'associer au putsch d'Alger. Puis il avait pris la tête de l'OAS, commanditant les attentats aux 4 coins de la métropole et de l'Algérie. Il est aujourd'hui transféré à la prison de la Santé sous haute surveillance. Dans la rue, des manifestants se sont rassemblés et scandent des slogans hostiles au cerveau de l'OAS. Son procès s'ouvre à Paris 1 mois plus tard. Son avocat, maître Tixier-Vignancourt, plaide la cause du général pendant 7 jours, au cours desquels de nombreux témoins sont entendus. À la surprise générale, Salan échappe à la peine capitale. Il est condamné à la détention perpétuelle. Dans le même temps, l'Algérie s'enflamme 2 mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Jamais la violence n'a atteint une telle intensité. Dans un quartier d'Alger, un camion-citerne piégé explose avec 16 000 litres d'essence. 62 musulmans qui se trouvaient devant le centre d'embauche des dockers périssent dans cet attentat. Les CRS multiplient les contrôles dans la ville et confisquent les armes cachées dans les immeubles. Dans ce climat de terreur, il n'est plus possible de vivre en Algérie. L'exode des pieds noirs va commencer. Dans 23 jours, pour la France, le problème algérien sera résolu au fond. L'Algérie disposera d'elle-même. L'Algérie et la France pourront coopérer organiquement et régulièrement. Les Algériens de souche européenne auront les garanties nécessaires
pour prendre part en toute liberté, en toute égalité, en toute fraternité à la vie de l'Algérie nouvelle. C'est cela que la France aura voulu et obtenu. Sur place, les derniers commandos de l'armée secrète voient bien que la partie est perdue. Mais cela ne signifie pas l'abandon de la lutte. Au contraire, l'OAS adopte la tactique de la terre brûlée. Cela suppose la destruction de toute l'infrastructure économique et administrative du pays. Mais les Algériens en oublient presque les attentats car ils préparent activement le référendum d'autodétermination. L'heure est à la politique et à ses leaders qui font campagne pour l'avenir du pays. Tous les groupements musulmans invitent à voter oui à l'indépendance algérienne. Des mesures de sécurité renforcées entourent le vote de la population musulmane. Le 3 juillet, les femmes algériennes d'un côté et les hommes de l'autre viennent voter massivement, 3 mois après la métropole. 99,72% de votants ont dit oui à l'indépendance de l'Algérie. Aussitôt, les dirigeants algériens organisent leur futur bureau politique. Les divergences apparaissent. Avec le colonel Boumedienne, le camp de Ben Bella Ferhat-Abbas et des principaux chefs de wilaya semble prendre l'ascendant sur Ben Khedda et Krim Belkacem. Le front commun du FLN se désunit le jour de l'indépendance de l'Algérie. Dans la rue en liesse, l'armée algérienne défile. La population célèbre sa nouvelle liberté après plus de 130 ans de dépossession. La foule venue de la Casbah, mais aussi du Bled et des Djebel, envahit les rues d'Alger. À Oran, où l'on célèbre l'événement, c'est le drame. Des coups de feu claquent dans la foule. Serait-ce une provocation de l'OAS? En tout cas, une fusillade éclate. Militaires français et musulmans de l'ALN tirent au hasard sur tout ce qui bouge. À la fin de la journée, on dénombre 95 morts et 163 blessés. Oran est en feu. Blessés, humiliés et se sentant abandonnés de tous, les Européens brûlent leurs derniers biens. La communauté pied-noir, présente en Algérie depuis 1830, quitte sa terre natale. Un rideau de feu sépare leur histoire d'un avenir incertain. Malgré les consignes de l'OAS qui les sommait de rester sur place, les pieds-noirs ne sont préoccupés que par leur seul espoir, la survie. Entre la valise et le cercueil, ils choisissent résolument la valise. L'exode, commencé depuis le mois d'avril, s'accélère depuis la proclamation de l'indépendance algérienne. Pas question de rester sur ce sol qui ne leur appartient plus. La plupart de ces rapatriés abandonnent tout sur place. C'est un véritable drame que vivent les pieds-noirs. Une vie de déracinés les attend en métropole. Pendant ce temps-là, la lutte pour le pouvoir que se livre Ben Khedda, chef du GPRA, et Ben Bella, leader historique du FLN, tourne à l'avantage de ce dernier. Devant les journalistes, il explique ses intentions. Puis, à Marnia, à Tlemcen, à Oran, il est plébiscité par les Algériens. Ben Bella, l'un des premiers chefs de l'insurrection, l'ancien adjudant de l'armée française, prisonnier depuis 1956, peut mesurer à travers l'accueil que lui réserve Alger sa nouvelle grandeur politique. Rapidement, il mobilise une équipe pour former le gouvernement. Ferhat-Abbas est le président de la jeune République. En septembre, grâce aux listes uniques de candidats, Ben Bella est élu président du Conseil par 159 voix contre 1. Dans son nouveau gouvernement, il n'y a que des amis, dont le colonel Boumedienne à la défense. Une ère nouvelle commence. L'Algérie a été de nouveau à l'ordre du jour des Nations Unies, mais cette fois en qualité d'État admis à faire partie de l'Assemblée. Monsieur Outant a présidé la cérémonie au cours de laquelle ont été hissées les couleurs algériennes, 109e nation de l'ONU. Le général de Gaulle a eu de la chance. Sur la route de Villacoublay, à hauteur du Petit Clamart, la déesse du chef de l'État essuie 3 rafales de mitraillettes. La voiture est criblée de balles. Le général et sa femme échappent à l'attentat qui n'est pas revendiqué. Il y a tout lieu de penser que l'OAS en est à l'origine.
Un mois plus tard, De Gaulle annonce aux Français un changement capital de leurs droits civiques. Depuis que le peuple français m'a appelé à reprendre officiellement place à sa tête, je me sentais obligé de lui poser un jour une question qui se rapporte à ma succession, celle du mode d'élection du chef de l'État. Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Tollé général de la classe politique. À l'exception des gaullistes, tous les partis sont hostiles à la décision du chef de l'État, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Le MRP, la SFIO et les indépendants de l'Entente démocratique déposent une motion de censure. Elle est votée 3 jours plus tard par 280 députés et provoque la première grande crise de la Ve République. Le gouvernement est mis en minorité. Le Premier ministre Georges Pompidou présente sa démission le 6 octobre, mais le 10, De Gaulle dissout l'Assemblée, puis comme il en a l'habitude, il demande aux Français d'arbitrer. Ce sont donc vos réponses qui me diront, le 28 octobre, si je peux et si je dois poursuivre ma tâche au service de la France. Le 28 octobre, les électeurs vont donner raison à leur président. 62,25% des votants approuvent l'élection présidentielle au suffrage universel. La gauche a voté contre, mais une élection en cache une autre. En novembre, les Français se préparent à retourner aux urnes. Le résultat de ce référendum, dont on peut dire qu'il est d'une importance primordiale pour l'avenir politique de la France, a été connu au moment où se terminait l'inscription des candidats aux prochaines élections législatives. Malgré le taux d'abstention le plus élevé depuis la Libération, les résultats indiquent un raz-de-marée des gaullistes. L'UNR-UDT obtiendra finalement 229 sièges. C'est le groupe parlementaire le plus important qui soit jamais entré dans une assemblée en France. On note également l'apparition du PSU et la progression du Parti communiste. La deuxième législature de la Ve République s'ouvre avec le discours d'usage du doyen de l'Assemblée, le chanoine Quille. Le Premier ministre Georges Pompidou forme son nouveau gouvernement. 21 portefeuilles attribués à André Malraux pour la culture, Pierre Messmer aux armées, Roger Frey, ministre de l'Intérieur, Alain Peyrefitte est à l'information, alors que Valéry Giscard d'Estaing obtient le portefeuille des finances. Avec la signature des accords d'Évian en mars 1962 s'achève la guerre d'Algérie. Pour la majorité des Européens présents sur place, pour certains depuis des générations, le choix douloureux du départ vers la métropole s'est imposé. En quelques mois, 650 000 Européens et 30 000 musulmans sont rapatriés sur l'Hexagone. La majorité souhaite s'installer dans la frange méditerranéenne, mais le gouvernement encourage les mutations vers d'autres régions. Sur place, ils ont laissé presque tous leurs biens, n'emportant avec eux que quelques valises et le strict nécessaire. Mais ils n'oublient pas non plus que dans le contexte d'anarchie totale de l'été 1962, les pires règlements de compte ont été commis à l'encontre des musulmans pro-français et des Européens qui avaient cru pouvoir rester. En juillet 1962, à la suite d'un référendum, l'Algérie choisit l'indépendance. Alger-la-Blanche fête le retour d'Ahmed Ben Bella, le chef historique du Front National de Libération. Avec Ferhat Abbas, autre leader algérien, Ben Bella choisit son équipe gouvernementale parmi ses amis. Le 29 septembre, il est élu président du Conseil à la quasi-unanimité et le nouvel État algérien obtient sa représentation à l'ONU. En ce début d'année 1963, le roi Hassan II convoque à Rabat une conférence maghrébine. L'Algérie retrouve le Maroc et la Tunisie, deux fidèles alliés dans sa lutte pour l'indépendance. Les trois pays parlent d'une politique de développement commune. Ils évoquent l'avenir du Maghreb arabe et celui d'une famille à trois,
malgré l'existence de quelques problèmes frontaliers. Puis un nouveau symbole d'amitié. Le premier chef d'État reçu par la jeune République algérienne est le roi Hassan du Maroc. Les relations sont au beau fixe et cet élan de sympathie panarabe se porte aussi vers l'Égypte de Nasser. Jamais, sans doute, depuis son indépendance, la population d'Alger n'avait connu une telle atmosphère. On peut même, devant l'accueil qui a été réservé au colonel Nasser, mieux définir la position politique algérienne. Si les entretiens du Raïs et du président Ben Bella ne semblent pas signifier l'entrée immédiate de l'Algérie au sein de la République arabe unie, ils devraient faciliter l'expansion du mouvement arabe. Le drapeau de la RAU, a dit le leader algérien, où brillent déjà 3 étoiles, flottera dans d'autres pays arabes. Elles seront bientôt 4, la 5e représentera l'Algérie. Le premier anniversaire de l'indépendance algérienne se déroule dans un climat de sérénité. Mais on commence à en savoir plus sur les intentions de Ben Bella. La présence à la tribune de Che Guevara ne masque plus les amitiés d'un gouvernement qui se tourne progressivement vers la voie du socialisme. Le pays vit ses premières nationalisations. Le 8 septembre, la Constitution consacre le caractère autoritaire du régime. Le FLN est érigé en parti unique. Un référendum est organisé pour l'élection présidentielle. Un seul candidat, Ahmed Ben Bella. Il est élu le 15 septembre. Mais un incident aux confins du désert vient troubler les relations algéro-marocaines. Pour récupérer 3 oasis perdues dans le Sahara, Ben Bella proclame la mobilisation générale. Aussitôt, dans toutes les casernes du pays, les anciens combattants du FLN se présentent à l'appel. Le colonel Boumedienne, le ministre des Armées, rassemble les forces algériennes dans la région de Colombéchar. Le Maghreb est prêt à se battre pour un bout de terre que revendiquent Algériens et Marocains. De Marrakech, le roi Hassan II accuse Ben Bella de vouloir transformer cet incident de frontière en un conflit généralisé. Amis hier, les 2 frères sont aujourd'hui ennemis. En ce mois d'octobre, le désert retentit des tirs d'artillerie entre les 2 armées. L'empereur éthiopien Haïlé Sélassié s'offre en médiateur. Il rencontre Ben Bella, puis consulte le Tunisien Bourguiba. Après une semaine de combat, les 2 belligérants acceptent de se rencontrer à Bamako. C'est donc au Mali que prend fin cette guerre jugée inutile. Alger et Rabat signent une convention d'accord pour fixer le sort de l'oasis d'Assi Beïda. La paix revient lentement. En fin d'année, une occasion de renouer le dialogue se présente. Mais en Tunisie, pour les cérémonies d'évacuation de la base française de Bizerte, Hassan II est absent. Pourtant, il s'est fait représenter aux côtés de Bourguiba, Nasser et Ben Bella. Tout le monde veut donc croire à la réconciliation et au nouveau rapprochement des peuples du Maghreb.